RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Ce matin, vous recevez le président du Congrès. Oui, Rocco Amitan est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que demain, le 17e gouvernement doit élire son président. C'est vous-même qui avez annoncé que c'est sans doute Louis Mapou qui serait élu à la présidence du gouvernement. Comment a été prise cette décision, sachant qu'on sait que l'UC et l'UNI, ça fait 5 mois maintenant que vous campiez chacun sur vos positions en disant non, c'est nous qui devons avoir la présidence. Oui, tout à fait. Ce sont en fait les structures de l'Union calédonienne qui s'étaient réunies à Wailou il y a 2 semaines de cela, qui ont finalement pris cette décision après moult débats internes. Ça a été assez long. Les délégués donc ont pesé, disons, leur décision par des arguments très politiques. Et je pense que ce qu'on peut retenir, en tout cas ce que je peux retenir, moi, des débats qui ont duré pas mal d'heures, c'est que l'Union calédonienne doit assumer sa responsabilité historique. L'Union calédonienne est un vieux parti, c'est le plus vieux, c'est le parti le plus ancien en Nouvelle-Calédonie, presque 70 ans. Et ce parti a su, à des moments historiques de la vie du pays, de la vie politique institutionnelle du pays, d'assumer ses responsabilités. Et effectivement, il y a eu une décision tout à fait au départ, donc il y a plus de 5 mois de cela, de proposer M. Neperoun à la présidence. On n'a pas réussi à le faire, on n'a pas réussi à plaider donc cette position avec nos amis collègues de l'UNI. Et quand on a vu que le blocage commençait à impacter, mais sérieusement, la vie des Calédoniens, l'Union calédonienne assume et a décidé de laisser la présidence à UNI. Alors c'est le parti indépendantiste le plus ancien, c'est aussi le plus important dans la mouvance indépendantiste, et Daniel Goua a rappelé que c'était pour ça justement que la présidence devait revenir à l'UC pendant plusieurs mois, il l'a dit. Alors qu'est-ce qui a changé Normalement la présidence aurait dû revenir à l'Union calédonienne suivant la loi majoritaire, voilà, majorité minorité, mais nous raisonnons au-delà de cela quand il y va de la vie des gens. Et l'Union calédonienne assume. Et ça a été difficile au niveau des militants. Certains vous ont reproché peut-être d'avoir abandonné votre position. Ça a été très difficile. Et d'ailleurs, on a failli passer au vote. C'est très rare dans les structures de l'Union calédonienne d'appeler l'ensemble des comités régionaux de voter. Donc, on avait fait appel. Le président Goua avait fait appel à l'ensemble des 70 délégués d'être présents à Wailou. La grande majorité était là pour pouvoir à un moment donné passer au vote. On n'est pas passé au vote parce que finalement l'ensemble des comités ont dit que non, l'Union calédonienne doit assumer. Il faut laisser la présidence à UNI pour pouvoir débloquer le gouvernement. Est-ce qu'il y a eu aussi un accord sur la vice-présidence? Parce qu'on a beaucoup parlé de la présidence, on sait que le poste de vice-président est aussi important. Est-ce qu'il y a un accord aussi là-dessus? Nous nous situons dans ce qui se fait depuis 22 ans maintenant, c'est-à-dire que à partir du moment où c'était quelqu'un du parti, donc des partis non indépendantistes qui assumait la présidence, la vice-présidence devait être assumée par l'autre famille politique. En l'occurrence, c'était nous, les indépendantistes. Là, il s'agit, puisque nous avons la majorité maintenant, puisque c'est nous qui avons assumé la présidence, de laisser le parti non indépendantiste, la famille non indépendantiste, d'assumer la vice-présidence du gouvernement, du 17e gouvernement. Alors vous l'avez dit, l'UC a changé de position parce que ce blocage du gouvernement commençait à impacter la vie quotidienne des Calédoniens. Il y a aussi le fait que, à l'approche du référendum, beaucoup commençaient à dire voilà, il y a une incapacité des indépendantistes à se mettre d'accord et ça préfigure mal de ce qui pourrait se passer après le 12 décembre. Ça a été pris en compte? Les deux aspects ont pesé dans la décision de l'Union calédonienne. Mais c'est plus la vie des Calédoniens qui a prévalu pour que l'Union calédonienne donc assume cette responsabilité. Bien sûr, l'approche du référendum aussi a été aussi un élément fort dans cette prise de décision, puisque avec l'usine du Sud, avec la question de l'usine du Sud, avec ce gouvernement qui n'arrivait pas à se mettre en place, puisqu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord pour une présidence, effectivement, ça a commencé aussi à peser, notamment pour ceux qui hésitaient à venir vers nous. Voilà.
Alors, il y a les postes, il y a les hommes, mais il y a aussi le programme. Il va bien falloir mettre en œuvre un certain nombre, j'imagine, de réformes ou en tout cas de sujets sur la table. Est-ce qu'il y a un accord de programme aussi entre l'UNI et l'UC, ou est-ce que maintenant que les choses sont résolues au niveau des postes, vous allez seulement vous mettre au travail là-dessus? Ça fait déjà 2 semaines que l'Union calédonienne a pris la décision. Donc, ça a été annoncé la semaine dernière. Mais depuis, c'est vous qui l'avez dit. Oui, voilà, c'est ça. Depuis 2 semaines, en fait, ils travaillent. Donc les 6 se réunissent. Depuis hier, par exemple, ils étaient encore dans une des salles au Congrès de la Nouvelle-Calédonie là. Et donc ils travaillent sur le programme, ils travaillent sur les secteurs, puisque très rapidement, une fois que le président aura été nommé, donc la séance suivante sera dédiée à la répartition des secteurs, et puis il faut que le vice-président soit nommé aussi, soit demain, donc soit le 8 ou le 15. Et les choses avancent, ou il y a encore des choses à discuter, des points de blocage, des tensions? À partir du moment où cette incertitude, où l'horizon maintenant est dégagé, maintenant il n'y a plus qu'à travailler. Voilà, parce que si on les a nommés là, c'est pour travailler, ce n'est pas pour aller là où ils tourner les pouces. Donc il faut qu'ils bossent. Voilà, ils bossent là. Alors l'horizon est dégagé ou presque, parce que notamment vous proposiez la candidature de Samuel Népehoun. Alors est-ce qu'il va démissionner du gouvernement, puisque clairement il avait été mis dans la liste pour accéder à la présidence? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Pour le moment, la question du président de Monsieur Népehoun donc est en discussion. Nous sommes bien sûr très attentifs à ce que Monsieur Népehoun ne soit pas désavantagé par rapport à ce qui s'est passé là. Mais c'est en discussion. Pour le moment, je ne peux pas dire si les discussions ont encore abouti. On est qu'au début des discussions, parce que il y a encore des incertitudes par rapport à une position qui avait été arrêtée à Gamaï, donc il y a déjà quelques mois de cela, du fait que le 4e de notre liste n'a pas été élu. Et le 4e, on sait que c'est M. Mouliava. Voilà. C'était Mouliava, voilà. De l'éveil océanien. Voilà, c'est ça. Tout ça est lié aussi à la prochaine étape qui sera la présidence du Congrès? C'est lié aussi à la prochaine étape, évidemment. Voilà, c'était bon, on s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça, mais bon, le temps nous a rattrapés, et puis le calendrier politique nous a rattrapés aussi, puisque là, on arrive aussi à l'époque comme chaque année, en juillet, renouvellement des instances du Congrès, toutes les instances du Congrès d'ailleurs, c'est pas uniquement que la présidence, mais la présidence, donc, est remise en balance avec le bureau, les présidents des commissions, etc., etc. Donc, alors vous avez annoncé très tôt que vous étiez candidat à votre succession à la présidence du Congrès. La date n'est pas encore fixée, mais ce sera probablement fin juillet, c'est ça? Je l'ai annoncé parce que la décision a été prise en même temps là, qu'on a donc débloqué la question de la présidence. C'était au comité directeur de Wailou. En même temps, donc c'était d'ailleurs dans la résolution qui a été de la motion de Wailou, j'ai été nommément donc inscrit sur cette motion. Donc à partir du moment où ils m'ont positionné comme candidat, voilà, je l'ai annoncé. Mais effectivement, je vais me présenter, mon groupe va me présenter. Et vous pensez pouvoir garder la présidence? Actuellement, on a pas mal de variables qui ne sont pas encore tout à fait ajustées à la situation du moment. Et comme j'ai l'habitude de dire depuis quelque temps, au Congrès, tout le monde discute avec tout le monde en ce moment. Donc il y a eu des positionnements qui ont été donc prises. Éveil Océanien a arrêté sa position, c'était samedi, lors de son conseil politique. Nous avons arrêté aussi nos positions maintenant en fonction de la situation, parce que la situation bouge aussi en ce moment. C'est pas bien établi la position, la situation. Donc nous allons prendre les décisions qui s'imposent à un moment donné. Alors justement, quelles sont vos relations actuellement avec l'éveil océanien? Est-ce que vous comprenez qu'ils annoncent leur volonté de quitter le groupe UCF-LNKS? Nous avons eu 3 réunions quand même avec éveil océanien. Nous a expliqué tout ça en long et en large. On comprend. On comprend. C'est un jeune parti. Il est bien obligé de se défendre, et il me semble on a compris que c'était pour eux une question de survie, parce que la ligne politique qui a été suivie par les responsables du parti, c'est pas évident de travailler sur cette ligne-là, indépendantiste, non indépendantiste dans un même parti, voilà, c'est quand même assez compliqué. Et on a compris que du fait qu'ils avaient une proximité avec nous depuis 2 ans, ça pouvait porter, préjudice, à la cohésion de l'ensemble de la partie. Nous le comprenons parfaitement. Nous leur avons fait valoir aussi nos positionnements. Nous leur avons fait valoir nos attentes. Maintenant, ils ont pris leur décision.
ils assument. Les indépendantistes donc vont avoir le gouvernement, peut-être la présidence du Congrès aussi. Est-ce que vous trouvez que c'est normal alors que ils sont plutôt minoritaires aujourd'hui, on le sait, dans l'électorat? Ben, c'est normal par le jeu politique. Par le jeu des appareils. Par le jeu des appareils politiques. Mais pas forcément par le jeu démocratique. Ah ben vous savez, hein, c'est la démocratie, les appareils, c'est la même chose. C'est la même chose, mais il arrive que, et voilà, pour le moment, c'est nous qui sommes majoritaires, nous assumons, il n'y a pas de problème. Alors vous avez participé aussi aux discussions parisiennes, reconcomitant de fin mai, début juin, qui ont été intenses. On sait qu'il y a ce nouveau document de l'État, enfin le document de l'État qui a été abondé par un certain nombre de réflexions et que vous avez eu à Paris. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ce document finalement qui est en cours de finalisation répond à vos attentes? Ben, je pense que oui, puisqu'on a bouclé les discussions à Paris. Donc il y a eu un premier document qui nous a été transmis le 12 mai dernier, avec lequel nous sommes partis à Paris. Donc nous avons travaillé pratiquement 3 jours pleins sur ce document-là. On l'a amendé, on l'a enrichi. Ensuite, il nous a été présenté à la dernière session plénière un deuxième document avec complété par tout ce que nous avons apporté durant les 2 jours de travail intensif. Et à partir de ce deuxième document et ce que nous avons rajouté encore donc à la troisième journée que nous avons eu à Paris avec le ministre Le Cornu, c'est un document qui nous arrive. Donc c'est pas encore d'après ce qu'on nous dit, le Haut-Commissaire nous a dit dernièrement que c'était pratiquement prêt, mais qu'ils étaient en train de mettre disons la note finale, on va dire, à ce document qui fait à peu près 70 pages. Donc d'un document de 44 pages, nous sommes passés à peu près à un document, on nous dit 70 pages, mais on l'a pas encore reçu, donc on ne peut pas dire exactement combien de pages il fait, mais je pense que ça va nous, ça nous satisfait, parce que on a toujours demandé à l'État, ça a été une demande récurrente du mouvement indépendantiste depuis, d'éclairer le oui et d'éclairer le non. Donc ils le font de façon un peu brutale, voilà, un peu comptable, on va dire. Mais puisque nous l'avons demandé, nous ne pouvons pas refuser maintenant. Donc il faut travailler dessus. Je pense que ce sont des matériaux sur lesquels les partis indépendantistes et non indépendantistes aussi doivent s'y pencher sérieusement. Voilà, je pense que c'est ça. C'est pas seulement sur le oui, mais c'est en cas de non aussi. Il faut travailler sur les deux options. Voilà, nous avons un projet. Nous sommes venus à Paris avec un projet pour défendre le projet du FRNKS, de l'Union calédonienne FRNKS. Voilà, nous sommes venus avec ce projet-là. Les non-indépendantistes n'avaient pas de projet, puisqu'ils sont arrivés à Paris sans projet. Voilà, il y avait ce projet de Pierre, du sénateur Pierre Frogier, donc il avait fait connaître donc il y avait un projet. Au niveau de... Oui, mais ils n'ont pas mis sur la table. À aucun moment, pendant les 15 heures ou 20 heures de discussion qu'on a eues à Paris, dans les 2 premiers jours, à aucun moment ils ont parlé de ce projet-là. Nous avions notre projet, nous avons défendu notre projet jusqu'au bout. Les non-indépendantistes n'avaient pas de projet. Donc ce qui fait que pour nous, ça ne peut que nous conforter dans ce que d'abord nous avons demandé, et ça va nous donner des matériaux pour pouvoir donc affiner sur le projet sur lequel on va partir à la campagne. Parce que dans ce matériau, dans ce document, il y a des choses qui ne sont pour votre électorat pas forcément évidentes, ou qui vont peut-être les interroger, voire les choquer en disant tiens, on pensait pas que ça se passerait comme ça. Mais il y a des choses non évidentes aussi pour les partisans du non, hein. Ah ben oui. Alors donc, je crois que ces documents-là interrogent en fait chacun des partis qui défendent l'option oui ou l'option non. Et je pense que c'est l'objectif recherché. Il va y avoir un travail d'explication à faire. Il y a aussi un travail d'explication à faire auprès des populations. Ce document-là, donc on va les prendre en compte puisque ça va être rendu public. Donc ce document-là va nourrir, si vous voulez, va nourrir la réflexion. Nous avons notre projet. Les partisans du non aussi, ils ont leur projet, ou peut-être un autre projet, je ne sais pas. Nous allons nourrir ces projets-là et nous allons ensuite débattre. Voilà, nous allons débattre. Les partisans du non ne peuvent pas les défendre uniquement que ici c'est la France, la France. Non, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc il y a des projets qui doivent se donner. Dans tous les cas de figure, ça va se passer comme ça, puisque en cas de oui, on travaille sur un projet de constitution pendant les 2 ans de la période de transition, voilà, ou 18 mois, voilà. En cas de non, on travaille sur un projet de statut. Mais ce projet de statut, là, il va dépendre du résultat du référendum. Si le résultat du référendum est 50-50 ou 51-49, donc il va falloir que ce projet-là du non, il reflète aussi ce que souhaite la population. Donc il va falloir se mettre au travail, comme a dit le Premier ministre,
dès le 13 décembre. Une toute dernière question concomitant, l'élection du président du Congrès n'a pas encore été fixée, ça devrait intervenir quand? Ça devrait intervenir, la date qu'on retient, c'est la date de l'année dernière. L'année dernière, nous avons procédé à l'élection, au renouvellement des instances du Congrès le 23 juillet, donc 2020. On devrait à peu près le faire cette année, soit le 23 ou le 26 juillet prochain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci aux auditeurs qui m'ont écouté.